Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet événement sur la conciliation famille-travail. Mon nom est Sandra Rossignol, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. En première partie, cette rencontre nous permettra de partager avec notre communauté d'affaires les résultats d'une étude menée par l'UQAC et d'un sondage distribué aux entreprises de la région. Ces études avaient pour but de prendre le pouls des besoins en conciliation famille-travail et de mieux comprendre l'impact de cette pratique essentielle dans la nouvelle réalité du monde du travail. En deuxième partie, nous discuterons du processus d'obtention du sceau Concilivie, une attestation qui est provinciale, qui est obtenue par nos entreprises invitées, qui contribue positivement à la mobilisation et à la rétention des employés. Ce rendez-vous en partenariat vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord en collaboration avec le regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'adjointe de l'Université du Québec à Chicoutimi et de Concilivie. Avant de donner la parole à nos conférencières, j'aimerais vous faire une annonce officielle en regard du sceau Concilivie. Alors, je suis vraiment, mais vraiment très fière au nom de mes collègues et de moi-même, de vous annoncer que la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord a obtenu le sceau Concilivie en décembre dernier. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les employeurs qui prennent soin de leurs employés, de leurs ressources humaines, sont plus susceptibles d'avoir une meilleure rétention du personnel, en plus d'être plus attractifs. C'est pourquoi, à la Chambre, nous avons entrepris, il y a quelques années déjà, un processus visant à améliorer nos conditions de travail de nos employés. Et le sceau Concilivie vient consolider nos efforts et nous incite à poursuivre dans cette voie. Alors, nous sommes vraiment très fiers. Pour la première conférence, j'invite Mme Ève Pouliot. Ève est bachelière en droit. Elle a complété sa maîtrise et son doctorat en travail social et est maintenant chercheuse à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans le cadre de ses travaux de recherche, elle s'intéresse à l'exercice des rôles parentaux dans différents contextes, de même qu'aux représentations sociales de la compétence parentale dans une perspective socio-judiciaire. Elle sera accompagnée de Mme Catherine Lasselle, technicienne en éducation spécialisée, étudiante à la propédeutique en travail social et assistante de recherche au département des sciences humaines et sociales de l'UQAC. Catherine s'intéresse aux thèmes de la famille et de la jeunesse, ainsi qu'aux inégalités sociales. Ensemble, elles ont réalisé une étude régionale intitulée « Identifier les meilleures pratiques pour faciliter la conciliation famille-travail dans un contexte de pénurie de personnel ». Nous sommes donc ravis qu'elles se joignent à nous ce midi pour nous dévoiler les résultats de leur étude. Alors, je vous laisse la parole à vous deux, mesdames. Merci beaucoup, Sandra. Donc, j'en profite pour remercier la Chambre de commerce pour cette belle invitation. On est très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous parler de meilleures pratiques pour concilier la vie professionnelle à la vie familiale. Donc, il y a d'autres personnes qui se sont impliquées dans cette présentation-là qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, Joanie Larocque, qui est agente de liaison à l'UQAC, et aussi Daniel Maltais, qui est professeur en travail social à l'UQAC. Donc, la présentation aujourd'hui, elle va se décliner en 4 grandes parties. D'abord, je vais dresser un portrait théorique et méthodologique de notre recherche. Ensuite, Catherine Lasselle, qui m'accompagne, va parler plus spécifiquement des résultats préliminaires de la démarche qu'on a fait de recherche, plus spécifiquement auprès des employés. Et finalement, en conclusion, on va revenir sur des pistes qui nous semblent intéressantes pour les employeurs à la lumière de nos résultats. Donc, pourquoi s'intéresser à la conciliation famille-travail ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et pourquoi le faire maintenant dans un contexte qu'on pourrait qualifier de post-pandémique? D'abord, on sait que les difficultés de conciliation famille-travail, ça entraîne des coûts qui sont importants, donc des coûts pour les employés qui peuvent se mesurer là, notamment par des difficultés au niveau de la santé mentale, mais des coûts aussi pour les employeurs. Donc, souvent, on va percevoir à première vue les mesures de conciliation famille-travail comme des coûts importants.
Mais ces investissements-là, si on ne les fait pas, on risque d'entraîner des coûts plus grands à moyen et long terme. Par exemple, une baisse de la productivité, de l'absentéisme au travail ou encore un roulement de personnel. La pandémie, elle est vraiment venue amplifier, en fait, les difficultés au niveau de la conciliation famille-travail. On a vu des écarts se creuser au niveau des familles, donc au niveau des inégalités qui étaient déjà présentes, qui ont été exacerbées par le contexte de pandémie. Et la pandémie a aussi fait en sorte de changer de façon radicale l'organisation du travail. On n'a qu'à penser, par exemple, à l'avènement du télétravail massif là, que le contexte pandémique a créé. À tout cela s'ajoute un contexte de pénurie de personnel qu'on vit ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est également vécu ailleurs. Et en fait, c'est tous ces éléments-là, ces facteurs-là qui nous ont amenés à élaborer un projet de recherche pour se pencher plus spécifiquement sur la conciliation famille-travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le but général de l'étude, c'était d'identifier les meilleures pratiques de conciliation famille-travail dans un contexte de pénurie de personnel. Pour atteindre ce but-là, on a déployé différentes façons de faire. Donc, d'abord, dans une première phase, on a fait une recension des écrits pour aller voir quelles meilleures pratiques sont documentées dans la littérature scientifique. Donc, à la lumière d'une quarantaine d'écrits scientifiques, on a pu identifier des mesures pertinentes dont on va vous parler aujourd'hui. On est aussi allé faire dans une deuxième phase des entrevues de groupe, tant auprès d'employeurs que d'employés, pour savoir quel est leur point de vue dans notre région par rapport à la conciliation famille-travail, donc quels défis ils voient et quelles mesures ils utilisent, les retombées de ces mesures-là, mais aussi les mesures qu'ils souhaiteraient avoir dans leur milieu. Donc, on a fait au total 7 entrevues de groupe qui ont regroupé un total de 24 participants. On a fait 4 entrevues de groupe auprès des employeurs, 3 entrevues de groupe auprès des employés. Les avantages de l'entrevue de groupe sont multiples. Donc, on a procédé comme ça parce que c'est une méthode qui permet vraiment d'aller recueillir des données riches par le biais des interactions que les participants vont avoir entre eux. C'est aussi une technique souple, une technique qui est économique en termes de temps et de ressources financières. C'est une façon de faire qui permet aussi de mettre le participant au cœur de la démarche, donc de lui donner un rôle d'expert de son vécu. Et finalement, ça permet aussi de normaliser certaines situations et de mettre en commun des solutions, puis de se soutenir aussi entre participants. Donc, nos entrevues de groupe ont été composées de 2 à 5 participants. Ce n'est pas ce qui était prévu au départ. On visait de 6 à 8 participants par groupe, mais la pénurie de main-d'œuvre, on l'a vécu aussi pour la recherche. Donc, on a eu de la difficulté à recruter les gens pour participer à l'étude pour cette raison-là. Elles ont été de durée variable, donc, mais en moyenne à peu près 90 minutes. Donc, c'est sûr que plus il y avait d'interlocuteurs, plus c'était long. On a essayé de faire des groupes composés là, de personnes assez homogènes, c'est-à-dire qu'on n'a pas mélangé les employeurs et les employés pour que tout le monde se sente à l'aise de nous partager leur point de vue. On est aussi allé par secteur d'activité. Donc, il y avait 4 grands secteurs d'activité qu'on souhaitait aller explorer davantage. Donc, l'hébergement et la restauration, le commerce de détail, la santé et les services sociaux et finalement le secteur manufacturier et de la fabrication. Donc, si vous voyez un peu la composition de nos groupes, aujourd'hui, on va vous parler strictement des groupes qui concernent les employés, donc qui sont plutôt situés dans les secteurs de la fabrication, le secteur manufacturier et aussi la santé et les services sociaux. Donc, on a eu beaucoup plus de difficultés à recruter des gens au niveau du commerce de détail et aussi dans le secteur hébergement-restauration. Donc, vous avez le profil des répondants. Donc, au niveau des employeurs, on est allé voir évidemment des présidents, des directeurs généraux, mais aussi des spécialistes des ressources humaines. Au niveau des employés, donc, ce qu'on va vous présenter plus particulièrement, bien, ils étaient tous à temps plein et on a aussi eu quelques gestionnaires, donc plus des chefs de service ou des gérants. Au niveau du profil des employés, c'est certain qu'on a un échantillon qui est restreint, qui ne se prétend pas être représentatif de la population générale. Il est composé massivement de femmes qui sont en couple, donc toute la population est en couple, on n'a pas de famille monoparentale. En moyenne, les gens avaient 2 enfants et ils ne jouaient pas de rôle de proche aidant. Donc, on va voir tantôt que ça se traduit aussi dans leur point de vue en termes de mesures souhaitées.
C'est-à-dire qu'on s'adresse à des familles qui ont de jeunes enfants à la maison. Donc, si on avait eu une population vieillissante, on aurait eu probablement des résultats un peu différents. Mais malgré tout, bien que ce ne soit pas, on ne peut pas prétendre à la représentativité dans cette étude-ci, c'est quand même congruent nos résultats là, avec ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Donc, au niveau des résultats, avant d'entrer à proprement parler dans les mesures souhaitées, les mesures disponibles, on a quand même demandé aux gens qu'est-ce qu'ils entendaient par conciliation famille-travail. Donc, c'était quoi pour eux? Donc, on a fait un nuage de mots avec les mots qui revenaient le plus souvent. On voit que équilibre est quelque chose d'important. Donc, plus le mot est gros, plus il a été nommé souvent par les participants. On voit que la conciliation travail-famille s'est associée à l'idée d'une présence, tant en milieu familial qu'en milieu professionnel. C'est associé, quand c'est bien réussi, à la réussite, au bonheur, au plaisir. Il y a des gens, des répondants qui nous ont dit que c'est quelque chose de très subjectif, c'est-à-dire que la définition peut vraiment varier d'une personne à l'autre en fonction notamment de ses valeurs. Et aussi, il y a certains participants qui nous ont dit que c'est un idéal vraiment difficile à atteindre. Donc, en quelque sorte, ça peut être un mythe dans nos temps modernes là, de parler de véritable conciliation famille-travail. Donc, on a interrogé les gens aussi à savoir quels défis ils rencontraient dans leur conciliation famille-travail. Donc, il y a des défis qui sont plus propres à la sphère familiale. Le fait d'avoir un revenu familial qui est moins élevé, donc moins de marge de manœuvre à cet égard-là. Le fait d'avoir des enfants en bas âge ou des enfants qui ont des besoins particuliers. Le fait d'avoir moins de soutien du conjoint, de l'entourage ou moins de facilité à trouver des services de garde à proximité du milieu d'emploi ou du domicile. Au niveau plus professionnel, on nous a parlé beaucoup de la surcharge de travail, des horaires atypiques, de la nature de l'emploi qui ne se prête pas toujours à avoir des mesures de conciliation travail-famille efficaces. Dans certains cas, la pénurie de personnel et les revenus vraiment énormément, en fait, chez les répondants qui nous disaient que même s'il y a des mesures en place, ça peut être difficile de s'en prévaloir en raison de la pénurie de personnel. On nous a dit aussi que dans certains cas, il y avait peu de mesures disponibles dans le milieu de l'emploi, du moins peu de mesures formelles, et que ces mesures-là n'étaient pas toujours adaptées aux besoins des participants ou pas assez connues des participants. Et finalement, on a parlé également du rôle des collègues, du rôle des supérieurs qui peuvent parfois avoir des préjugés et ne pas soutenir la conciliation famille-travail. Donc, ici, vous avez des extraits. La présentation va vous être communiquée ultérieurement, donc vous pourrez les lire là, de façon plus approfondie. Donc, on voit des extraits en lien avec la conciliation travail-famille pour les familles où il y a de jeunes enfants surtout. Le sentiment aussi qu'il y a des préjugés qui sont présents. Donc, les gens ne se sentent pas bien de se prévaloir des mesures. La question du salaire également et les horaires de travail qui ne sont pas toujours conciliables là, avec les services de garde. Donc, Catherine, maintenant, va vous parler des mesures de conciliation famille-travail qu'on a divisées en 6 grandes catégories. Pour chacune de ces catégories-là, vous allez voir dans les tableaux, il y a différentes mesures qui sont listées. Donc, ça, c'est les mesures qu'on a recensées là, dans le premier volet qui visait à regarder la littérature scientifique. Pour les mesures qui ont été nommées par les participants, on a mis une petite étoile jaune pour mettre le focus dessus. Et les mesures souhaitées, une étoile mauve. Donc, ça vous permet un peu de mettre en relief là, les mesures dont les participants nous ont parlé plus spécifiquement. Donc, je laisse la parole à Catherine. Bonjour. Donc, pour les étoiles aussi, là, il y en a des étoiles que c'est des étoiles qui sont jaunes avec un contour mauve. Ça, c'est parce que pour certains participants, c'était disponible, c'était déjà mis en place, tandis que pour d'autres, c'était souhaité. Fait que j'ai mis les deux couleurs. Donc, c'est ça, c'est 6 grandes catégories avec des sous-catégories. Comme on disait, le document va vous être remis, donc je ne vais pas toutes les lire. Je ne vais pas non plus lire toutes les mesures qu'on voit à droite. Je vais vraiment me concentrer sur celles qui ont été nommées par les employés dans le cadre des focus group. Donc, la première grande catégorie, c'est la gestion et culture organisationnelle. Les mesures, dans le fond, qui étaient déjà disponibles, ce serait d'avoir une attitude de la part des employeurs qui est positive, qui démontre de l'empathie pour la conciliation travail-famille. Donc, ce serait de prendre en compte les obligations familiales des employés dans la répartition des tâches, puis de fournir du soutien approprié aux employés.
Puis les mesures qui étaient parfois disponibles, mais parfois souhaitées, dépendamment des participants, c'était de formaliser les pratiques. Parce que des fois, justement, on fait du cas par cas. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non, mais ce n'est pas des mesures qui sont formelles. Ça va être plus dans l'informel. Et faire preuve d'empathie, justement, pour certaines personnes, c'était disponible. Pour d'autres, c'était souhaité. Ici, justement, on a des citations comme une personne disait comme quoi, dans son entreprise, il y avait un sentiment d'égalité face aux mesures, puis la disponibilité des mesures, et qu'il y avait toujours un moyen là, de s'arranger. Puis quelqu'un mentionnait comme quoi les patrons semblaient avoir plus d'empathie ou plus de facilité de compréhension pour la conciliation quand eux-mêmes avaient des jeunes enfants. La deuxième catégorie, c'est information et formation aux employés. Donc, les mesures là, qui sont sorties, c'était tant des mesures disponibles que souhaitées. Il y avait de communiquer les mesures de conciliation aux employés, à l'ensemble du personnel. Ça peut être, par exemple, dans l'entrevue ou à l'embauche. Ça peut être aussi de fournir un guide ou un document d'information sur les mesures qui sont disponibles ou de donner accès, par exemple, à une trousse de renseignements sur le fait de devenir famille, mais pas seulement aux femmes, parce que c'est quelque chose qui a été nommé comme quoi il y avait effectivement un petit pamphlet qui était remis pour les parents concernant là, les mesures en lien avec la conciliation, mais c'était distribué à la maman. Donc, par exemple, un couple qui est homoparental composé de 2 hommes, il n'y aurait pas nécessairement automatiquement accès à ces informations-là. Une autre personne mentionnait comme quoi il y avait un guide d'employés qui était remis, qui parlait des mesures de conciliation travail-famille. Puis quand il y avait des changements, ça leur était, ils recevaient l'information soit par courriel ou dans des rencontres d'équipe. La troisième catégorie, c'est l'organisation du travail ou l'adaptabilité de l'entreprise. Des mesures là, qui étaient déjà disponibles, c'était permettre aux équipes de se gérer de manière autonome, favoriser le travail partagé ou le job sharing ou le travail posté. Puis une mesure qui était souhaitée, c'était d'instaurer un système de remplacement, donc avoir une facilité de remplacement. Puis on va le voir plus tard, ça peut être un enjeu même au niveau de, par exemple, tu peux avoir accès à des congés, mais parce que c'est trop difficile de trouver quelqu'un qui va te remplacer, justement, on peut te refuser des congés parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir prendre la relève pendant ton absence. Donc, comme je disais là, ici, quelqu'un mentionnait que la gestion autonome, pour eux, c'était à chaque début de semaine, ils regardaient ensemble le calendrier de la semaine pour s'assurer qu'il allait avoir des présences partagées. C'est un calendrier, des présences, excusez-moi, dans l'entreprise à l'aide d'un calendrier partagé. Puis, quelqu'un mentionnait que le partage des tâches, donc avoir des employés qui font un petit peu là, de tous les postes, ça permet que quand quelqu'un s'absente, les tâches de la personne absente peuvent être distribuées là, à travers les différents employés. La quatrième catégorie, c'est les services qui sont offerts par ou dans le milieu de travail. Donc, quelque chose qui est revenu vraiment souvent là, à travers le discours des employés qui ont participé au focus group, c'était la fameuse garderie en milieu de travail. Donc, les gens aimeraient pouvoir avoir un service de garde sur le lieu, dans l'entreprise directement. Mais si ce n'est pas possible, d'avoir peut-être un partenariat avec des garderies locales qui sont à proximité là, du milieu de travail pour avoir, par exemple, des places réservées en garderie pour les enfants des employés. Il y avait aussi de mettre en place, par exemple, des salles de pause, des salles de relaxation, d'avoir accès peut-être à des machines pour s'entraîner. Aussi avoir accès à des douches, mais pas nécessairement en lien avec l'entraînement. Par exemple, des gens dans le milieu de la santé ou dans le milieu de la fabrication qui font des longs chiffres, de pouvoir prendre une douche sur place, ça serait souhaité. Il y avait permettre la présence des enfants aussi sur le lieu de travail de façon occasionnelle. Quelqu'un mentionnait comme quoi c'était pas inhabituel d'avoir les enfants des collègues qui venaient dîner ou, par exemple, s'ils devaient rester plus tard, de pouvoir avoir une salle avec une télévision. Puis la mesure souhaitée de la garderie, ça disait comme quoi ça enlèverait un fardeau énorme. Cinquième catégorie, c'est la flexibilité du lieu et des heures de travail. Donc, évidemment, là, la possibilité de faire du télétravail, c'était souhaité et disponible dépendamment, que ce soit des journées fixes ou occasionnelles quand les enfants sont malades. Quelque chose qui était vraiment souhaité, c'était de permettre aux employés de refuser de faire des heures supplémentaires, spécifiquement dans le domaine de la santé, ça a été vraiment nommé, d'adapter la durée de la répartition des heures, donc de pouvoir commencer plus tard ou de finir plus tôt. Ici, justement, la flexibilité d'horaire, c'était intéressant parce qu'une semaine de 4 jours, ça peut être attrayant pour quelqu'un, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être, c'est pas nécessairement souhaitable. Donc, la personne mentionnait que c'est pas nécessairement de donner automatiquement une mesure, mais plus de prendre en considération les besoins des employés. La dernière catégorie, c'est les différents congés, donc aménagement de congés et de vacances. Ça peut être des congés parentaux, les congés pour adoption, les congés maladie. Puis comme je disais tout à l'heure, les congés, par contre, c'est ça, c'est le fun d'en avoir, mais c'est le fun de pouvoir les prendre aussi. Donc, quelqu'un mentionnait comme quoi, surtout dans le domaine de la santé,
il allait téléphoner pour prendre une journée maladie pour s'assurer d'avoir le moment de conciliation travail-famille souhaité parce que sinon, des fois, il faisait une demande, c'était refusé, puis par la suite, ben, justement, c'était suspicieux de ne pas se présenter là, pour son chiffre de travail. Puis ça a été nommé comme quoi, ce qui était appréciable aussi, c'est de pouvoir prendre des congés de conciliation travail-famille à sa discrétion. Donc, personne ne pose de questions si c'est pour soi, pour un membre de la famille ou quoi que ce soit, puis d'utiliser les heures en banque pour avoir plus de vacances. Donc, en conclusion, en fait, on voulait identifier là, certaines pistes pour les employeurs qui pourraient être intéressantes à la lumière de l'étude qu'on a menée. Donc, d'une part, là, tant dans les écrits scientifiques que dans les entrevues qu'on a faites auprès des participants, donc des employés, on s'est rendu compte que c'est important qu'il y ait une formalisation des mesures de conciliation famille-travail. Donc, que ces mesures-là, elles ne soient pas au cas par cas et qu'il y ait une certaine transparence par rapport aux mesures disponibles. Ceci étant dit, on souhaite aussi une flexibilité. Donc, l'idée, ce n'est pas que ce soit les mêmes mesures mur à mur, mais qu'on tienne aussi compte de la réalité des besoins de chacun des employés, donc d'assurer une bonne mesure au bon moment. Ensuite, il y a aussi la question que ces mesures-là soient diffusées. Donc, parfois, elles sont existantes, mais très peu connues de la part des employés. Donc, de les diffuser, oui, à l'embauche, mais aussi de façon continue par la suite. De faire en sorte aussi de s'assurer que ces mesures-là répondent bien aux besoins des employés, que ce soit par le biais d'un sondage de satisfaction des besoins aussi, ou encore par l'instauration d'un comité paritaire où, avec les employés, bien, on regarde quelles mesures on devrait privilégier dans un milieu spécifique. Et finalement, c'est important que la culture organisationnelle permette ou facilite la conciliation famille-travail, parce que même si on a beaucoup de mesures en place, s'il y a des préjugés à l'égard de ces mesures-là et des gens qui les prennent, ou si encore les gens sont en surcharge lorsqu'ils les prennent, bien à ce moment-là, on n'atteint pas l'objectif souhaité. Donc, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. On vous remercie de votre attention. Vous avez mes coordonnées si vous souhaitez en savoir davantage sur notre étude. Merci beaucoup. Merci, Ève et Catherine, et félicitations pour votre étude. C'est très inspirant et éclairant. J'aimerais maintenant inviter sur la scène notre deuxième conférencière, Madame Catherine Aymon. Catherine a une longue et impressionnante expérience en ressources humaines et à tous les niveaux. Formatrice, consultante en management stratégique, gestionnaire, directrice des ressources humaines, coordonnatrice, technicienne administrative, maman, consultante, coach en gestion pour le groupe L'Adjointe. À la suite d'un appel d'offres du gouvernement du Québec, le regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean a eu l'opportunité de créer un sondage sur la conciliation famille-travail en collaboration avec Catherine et le groupe L'Adjointe. Alors, le sondage a été distribué l'été dernier à toute la communauté d'affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean par l'entremise des différentes chambres de commerce. Alors, ce sont les résultats que nous vous dévoilons aujourd'hui. À toi, Catherine. Merci beaucoup, Sandra. Bonjour tout le monde. On est très content d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter les résultats de ce sondage. Donc, le mandat du niveau du sondage. Donc, du 1er juin au 30 octobre 2022, la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec le regroupement des chambres de commerce Saguenay-Lac-Saint-Jean et le groupe L'Adjointe, a partagé un sondage à l'ensemble des entreprises de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sondage avait vraiment pour but de connaître quelles sont les mesures dans les organisations qui existent présentement et quels sont les enjeux à lesquels font face les organisations. Donc, c'est près de 130 entreprises qui ont répondu à l'appel. Et on vous en remercie beaucoup parce que ces données-là sont importantes pour la Chambre de commerce. Elles vont permettre à la Chambre de bien cibler vos enjeux, mais aussi de bien cibler comment elle peut vous accompagner dans la mise en place de la conciliation famille-travail. Il est important de noter aussi que la plupart des répondants, donc le sondage s'adressait aux dirigeants d'entreprise, s'adressait aux présidents, aux directeurs aussi des ressources humaines, donc s'adressait vraiment aux employeurs. Et c'est les résultats qu'on a eus. Pour le sondage, on s'est vraiment accroché aux catégories en fait que Concilvie proposait. Donc, il y a 4 catégories. On parle d'aménagement du temps de travail et du lieu de travail quand on parle de la réduction des heures de travail aussi.
Ça peut être la répartition au niveau des heures de travail, de la charge de travail ou même le changement du lieu de travail. Et une des mesures qu'on connaît bien depuis les 2 dernières années, même je dirais les 3 dernières années, bien, c'est en lien avec le télétravail. Au niveau du soutien aux employés et à leur famille, cette catégorie va comprendre tous les services, les biens offerts sur les lieux du travail. Donc, il va viser à alléger le poids des responsabilités professionnelles, personnelles et familiales pour les employés. Par exemple, bien, on peut parler des groupes d'achat. Quand il arrive le temps de la rentrée scolaire, bien, il y a certaines organisations qui prennent la liste d'effets scolaires et vont acheter les effets pour les employés. Donc, ça fait partie de cette catégorie-là. On parle aussi le programme d'aide aux employés ou même la télémédecine. Au niveau du congé pour les responsabilités familiales, on va parler ici de tous les congés qui vont au-delà des normes du travail. Donc, on peut parler d'un congé personnel, on peut parler de congé maladie au-delà des 2 jours obligatoires selon les normes du travail. Au niveau de l'adaptabilité de l'organisation, c'est toutes les mesures qui vont toucher la planification, la coordination, l'organisation du travail. Par exemple, le droit à la déconnexion. Ça peut être aussi sur les heures de travail. Entre midi et 1 heure, on n'offre pas de réunion. Il n'y a aucune réunion qui est mise dans ce temps-ci pour permettre aux gens aussi d'aller dîner. La mise en place d'un comité conciliation famille-travail aussi en fait partie. Donc, les enjeux. On a voulu vraiment ressortir les enjeux par rapport à ce sondage. Vous comprendrez qu'en 20 minutes, présenter tous les résultats, c'est court un peu. Donc, ce qu'on fait, on va envoyer à tous les participants le rapport complet avec toutes les données que vous pourrez consulter. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Ici, les enjeux qui sont ressortis, on trouvait ça intéressant parce que donc, le but est de trouver des pistes de solutions aussi. On a pu constater aussi avec l'enquête de Ève et Catherine qui nous ont présenté un petit peu plus tôt tantôt, il y a des enjeux qui existent au niveau des employés. Hein. De trouver l'équilibre, est-ce que c'est un peu utopique? Est-ce que ça se peut? Les employeurs vont aussi peuvent amener leur soutien, pas pour réaliser le plein équilibre, mais pour aider leurs employés aussi à trouver cet équilibre-là pour que ce soit plus facile pour eux. Par contre, il y a des enjeux dans les organisations qui existent. Il faut en prendre conscience aussi, il faut en prendre compte. On a sorti 2 catégories d'enjeux. Donc, on va parler de la communication pour tout ce qui est des politiques informelles. Et on va parler aussi au niveau du manque de ressources, que ce soit temporel et que ce soit humain. Si on regarde de plus près, au niveau des politiques informelles. Donc, selon le sondage, on a 25% des organisations qui ont affirmé détenir une politique formelle au niveau de la conciliation famille-travail. Donc, ils ont des mesures en lien avec la conciliation famille-travail. Si on regarde à l'inverse, ça veut dire qu'il y a 75% des organisations qui n'ont pas de politique ou qui sont informelles. Donc, ils ne sont pas communiqués. Donc, c'est le 3/4 des entreprises de la région qui n'ont pas de politique ou que les politiques sont informelles. Si je fais un parallèle aussi avec l'enquête de Catherine et Ève plus tôt tantôt, on disait que les employés n'étaient pas au courant des mesures non plus qui étaient dans l'organisation. Donc, on peut peut-être faire un parallèle si les organisations ont des mesures informelles qui ne sont pas connues des employés. Donc, c'est normal que ça ressort aussi que les employés disent ne pas connaître ces mesures-là. De plus aussi, par expérience, quand on fait la démarche avec Concilie au niveau de la conciliation famille-travail, une des premières étapes à faire, c'est vraiment le sondage pour aller connaître les besoins. Et dans ce sondage-ci, on pose vraiment la question aux employés. Est-ce que vous connaissez les mesures? Est-ce qu'il y en a qui sont présentes dans l'organisation? Et est-ce qu'il y a une politique que vous connaissez ou qui est communiquée? Ce qu'on voit souvent, c'est vraiment là où va ressortir l'enjeu dans l'organisation. C'est au niveau de la communication. Ève l'a très bien dit tantôt, c'est de le répéter souvent aussi. Pas parce qu'on le dit la première fois à l'entrée, on oublie facilement. Hein, le cerveau oublie rapidement. Donc, c'est de le répéter régulièrement. Au niveau du manque de ressources, donc, quand on parle de manque de ressources humaines, c'est 66% des organisations qui ont affirmé que le manque de ressources était l'un des principaux enjeux. On le sait, ça va vite. Pénurie de main-d'œuvre, manque de personnel qualifié, difficulté d'attraction, difficulté de rétention aussi du personnel.
Donc, c'est sûr que ça va vite, il faut répondre aux obligations de l'organisation aussi en même temps. Mais une des mesures qui va venir aider à l'attraction et la rétention est vraiment l'implantation de mesures conciliation famille-travail. Donc, oui, on manque de ressources pour le faire, mais en même temps, c'est un peu comme une roue qui tourne. Hein? Donc, il faut prendre un temps de recul, arrêter cette roue-là, prendre le temps de recul, d'implanter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour la suite conserver nos employés. Si ceux qui suivent aussi les nombreuses études sur le bonheur au travail, on en voit beaucoup, beaucoup passer. Vous remarquerez que la rémunération n'est jamais au premier rang dans les sondages. Donc, la rémunération se situe toujours dans les 5, 6, 7e rang selon l'étude. Ce que recherchent les gens de plus en plus, c'est vraiment un équilibre entre les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles. Donc, puis en plus, avec la pandémie dans les dernières années, bien, ça nous a amené un nouveau questionnement aussi. Donc, les employés se sont re-questionnés par rapport à leurs besoins. Au niveau du manque de temps, donc, c'est 40% des répondants qui ont affirmé que le temps était un obstacle. On l'a dit tantôt, pénurie de main-d'œuvre, surcharge de travail, donc on manque de gens. C'est qui reprend les responsabilités? Bien, c'est le personnel qui est en place, les gestionnaires. Donc, on a une surcharge de travail. Puis si on vient dire à ces gens-là, bien, on vous rajoute une mesure qu'il faut implanter, qu'il faut que vous mettiez de l'avant, bien, imaginez le stress que ça peut causer chez ces gestionnaires-là. Donc, manque de ressources, manque de temps amène une surcharge de travail. Il faut juste sortir de la croyance que ça repose sur une seule personne. L'implantation de mesures va reposer sur un comité, donc CFT. Ça va être des employés qui vont s'impliquer volontairement. Qui est le mieux placé pour vous dire quels sont les besoins? Qui est le mieux placé pour vous amener des idées? Bien, c'est vos employés. Par contre, la décision finale revient à l'organisation. Au niveau du soutien à la famille et l'adaptabilité. Donc, quand on parle d'adaptabilité, excusez-moi, on va parler de tout ce qui va aider l'employé à s'adapter, donc à son horaire de travail, aux heures de réunion, par exemple. Et quand on va parler de soutien, bien, comme je disais tantôt, les PAE, les groupes d'achat aussi en font partie de la télémédecine. Le droit à la déconnexion va faire partie de l'adaptabilité. On s'est rendu compte que c'est les deux mesures, les deux catégories qui sont les moins présentes dans les organisations de la région. Donc, par contre, on sait que les entreprises peuvent s'adapter. Hein, on le sait si on revient au 13 mars 2020, il a fallu s'adapter rapidement. Quand on parle de mesures conciliation famille-travail, bien, c'est pas du jour au lendemain qu'on va implanter des mesures, mais c'est à petits pas qu'on réussit. Au niveau des commentaires, on a recueilli aussi certains commentaires. Donc, on voit que les commentaires, c'est vraiment manque de politique, manque de communication, manque de personnel, effectivement. Donc, on voit vraiment que ça devient un enjeu qui est très criant au niveau des organisations, puis ce n'est pas une surprise non plus. Hein? Tout va à vitesse grand V, tout va vite. Donc, si on parle de mesures, si on parle d'implantation, c'est certain qu'on va y repenser parce que le manque de personnel, le manque de temps va jouer contre nous aussi. Par contre, ce qu'il faut savoir, l'implantation de mesures ne demande pas nécessairement beaucoup de temps. C'est selon votre réalité, selon aussi ce que vos besoins en tant qu'organisation. Parfois, il faut prendre un petit peu de recul pour pouvoir mieux avancer aussi. Au niveau du portrait des pratiques, on a voulu ici vous présenter les 3 pratiques les plus présentes par catégorie qu'on a réussi à ressortir lors du sondage. Donc, si on y va avec l'aménagement du lieu de travail, on voit que l'horaire flexible à 75 % est présent. Donc, ça veut dire que 3/4 des entreprises offrent des horaires flexibles à leurs employés. On a l'horaire de travail adapté à 73 % et le télétravail à 61 %. Fait cocasse, ça aurait été drôle de revoir. On retourne il y a 3 ans. Est-ce que le télétravail aurait été une des pratiques les plus importantes dans les organisations? Possiblement pas. Donc, présentement, on sait que c'est un enjeu. C'est même les employés le demandent quand ils recherchent un emploi, ça devient même un critère pour venir se joindre à vous. Soutien aux employés et à leur famille. On a l'assurance collective qui est présente dans 58 % des organisations. Programme d'aide aux employés, 45 %.
et livraison sur les lieux de travail à 14 %. Quand on parle livraison sur les lieux de travail, bien, il y a certains employeurs qui permettent à leurs employés de faire livrer des colis sur les lieux de travail. Donc, on voit par contre que ça va quand même c'est quand même très bas les résultats au niveau du soutien. Ce qu'on disait tantôt, donc, c'est les mesures qui sont les moins présentes. Quand on parle qu'il y a peut-être moins de 50 % des entreprises qui offrent un programme d'aide aux employés. On sait que la santé mentale est très importante depuis quelques années. On en parle de plus en plus aussi. Au niveau des congés, pour responsabilité familiale, donc, on y va avec la flexibilité dans les choix de vacances à 63 %. Morcellement des vacances à 57 %. Quand on parle de morcellement des vacances, on va venir parler, bien, des gens peuvent prendre une demi-heure, pas une demi-heure, excusez-moi, mais en heure, peuvent séparer en heure ou en journée leurs vacances pour prendre les vendredis ou pour prendre une demi-journée ici et là. Aménagement des vacances en fonction des besoins aussi, qui est présent à 56 %. Au niveau de l'adaptabilité de l'organisation, on voit ici aussi que c'est beaucoup plus bas, beaucoup moins présent comme mesure. Donc, on a la sensibilisation des gestionnaires sur la CFT à 64 % qui est quand même relativement assez bas, étant donné que ça devient une réalité qu'on vit tous. Retour progressif après un congé parental ou maladie à 45 % et la formation du personnel pour assurer les remplacements à 35 %. Donc, il y a des pistes de solutions qui sont possibles, effectivement. Une des premières pistes, ben, c'est identifier vos besoins. Quels sont vos besoins? Je parlais avec une collègue tantôt, je disais, ben, il y a des entreprises qui vont implanter une garderie en milieu de travail. C'est une mesure qui demande excessivement de temps, de budget aussi. Mais si j'implante une garderie et que mes employés ont tous des enfants en âge scolaire ou au secondaire ou qui ne sont plus à la maison, c'est certain que ce n'est pas mes employés qui vont profiter de ma garderie en milieu de travail. Donc, quels sont mes besoins? Donc, il ne faut pas se surprendre si la garderie ne répond pas à ce besoin-là ou que les employés ne l'utilisent pas. C'est juste que ça ne répondait pas à un besoin. Je peux avoir un besoin présentement aussi et plus tard, mon besoin change. Par exemple, bon, j'ai des enfants en garderie, demain, ils sont à l'école. Dans 2 jours, ils s'en vont de la maison, ils sont au cégep. Et dans une semaine, je deviens proche aidant. Ça ne va pas aussi vite, mais c'est un exemple. Donc, juste pour dire que ça change, les besoins changent de vos employés. Donc, il est important d'aller les identifier en partant. Ce qui est bon pour une entreprise n'est pas nécessairement bon pour vous non plus. Il faut que vous l'adaptiez à votre réalité et à votre culture d'organisation. On a aussi impliqué vos employés. Je l'ai dit tantôt, hein, tout ne repose pas sur une seule personne, tout ne repose pas sur un gestionnaire non plus. Implanter des démarches au niveau de la conciliation famille-travail, c'est impliquer nos employés. Il faut qu'il y ait un comité avec des employés qui sont volontaires, qui veulent s'impliquer aussi dans la démarche. Et c'est eux les mieux placés aussi. Donc, ça enlève aussi une charge aux gestionnaires parce que vous pouvez partager les responsabilités tout au long de la démarche. Formalisez votre cadre, qui est plus important. On a parlé de communication tantôt, que les gens ne connaissaient pas ce qui était mis en place. Donc, il faut formaliser. Une des procédures, quand on parle de la démarche conciliation famille-travail, c'est vraiment de communiquer. Il faut présenter aux employés la démarche. Il faut présenter aussi c'est quoi les mesures. Puis dans les organisations, ce n'est pas nouveau, là. Donc, on n'arrive pas puis on change toutes les mesures. Vous avez déjà tous des mesures dans vos organisations qui sont existantes. Donc, par contre, vous ne savez peut-être pas où, pourquoi, excusez-moi, donc vous ne savez peut-être pas, c'est en lien avec la conciliation famille-travail, mais vous avez déjà tous des mesures. Parfois, il faut juste faire un ajustement, donc au niveau de la communication ou aller modifier quelques mesures pour répondre à vos besoins. Donc, ce n'est pas nécessairement des mesures qui coûtent cher. Une des craintes des employeurs, c'est vraiment de se dire, ça coûte cher de mettre en place des mesures. Pas nécessairement, on en a à tous les coups. Et il y a des mesures qui coûtent pratiquement rien, il y a des mesures qui ne coûtent rien, non plus qui n'ont aucun coût. Certaines mesures comme l'implantation d'une garderie, vont être quand même assez élevées comme ça. Au niveau des questions à se poser, c'est sûr qu'il faut garder en tête quand on démarre une démarche,
bien, essayez de voir quelles sont les ressources auxquelles vous avez accès, internes, externes, qui peut vous aider, vers qui vous pouvez vous tourner aussi. Quels sont les impacts, les objectifs qui sont recherchés? Avec quoi voulez-vous repartir à la fin du processus aussi? Comment vous allez savoir que vous avez atteint votre objectif? Est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons? Quel est le budget que vous pouvez vous permettre? Qu'est-ce qui est réel pour vous? Le budget, que ce soit en temps d'argent, énergie aussi. Donc, en tant qu'entreprise, vers quoi vous êtes prêt à vous commettre? Est-ce que c'est réaliste pour vous aussi? Si ce n'est pas réaliste, bien là, à ce moment-là, ça va être plus difficile. Donc, allez vers quelque chose qui est réaliste pour vous. Connaissez-vous bien les besoins de vos employés? Puis êtes-vous en mesure de procéder seul ou de faire appel à une personne externe? Dans le processus, vous pouvez être accompagné de Concilvie, mais vous pouvez faire aussi appel à un consultant externe pour vous aider. Donc, ça va être plus clé en main à ce moment-là. Ce qu'il faut retenir de tout ça, bien, en fait, vous avez déjà des mesures qui sont en place dans l'organisation. Des fois, il faut juste les revoir, il faut juste les communiquer aussi. C'est juste qu'elles sont méconnues. Le processus aussi de conciliation famille-travail vous permet de venir officialiser qu'est-ce que vous avez en place, de permettre d'officialiser aussi le soutien que vous offrez à vos employés. C'est un processus qui ne repose pas sur les épaules d'une seule personne, donc impliquez vos gens, impliquez vos employés. Mais surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les mesures que vous mettez en place ou le processus doit répondre à un besoin, mais doit aussi être en lien avec votre culture d'organisation et avec vos valeurs. Donc, si vous avez des questions, comme je vous dis, vous n'hésitez pas à communiquer avec la Chambre de commerce qui va nous mettre en lien avec vous afin de répondre à vos questions. Maintenant, j'aimerais demander à notre invité spécial, donc Corinne Vachon-Croteau, qui est directement devenue de Montréal. Donc, on est très contente de l'accueillir ici aujourd'hui pour cet événement. Corinne est directrice générale de Réseau pour un Québec Famille et de son initiative Concilvie, dédiée à la conciliation famille-travail. Corinne a accompagné plusieurs organisations dans la réalisation d'une démarche en conciliation famille-travail et a participé à plusieurs événements à titre d'experte en la matière. S'étant donné comme mission d'être une ambassadrice de changement en faveur des familles, notamment via la conciliation famille-travail. Corinne, je t'invite à venir nous rejoindre sur scène et à venir nous parler, donner un peu ton opinion des résultats qu'on vient de présenter jusqu'à maintenant. Merci, Catherine. Donc, d'abord, merci à la Chambre de commerce pour l'invitation. Félicitations pour votre engagement, pour l'obtention du saut. Je pense que c'est significatif. Hein? On a besoin d'organisations leaders, on a besoin d'organisations qui s'impliquent, qui montrent l'exemple pour faire en sorte que on réalise que c'est accessible, la conciliation famille-travail, puis un processus aussi comme celui-là. Donc, félicitations à la Chambre, puis bravo pour votre engagement en matière de conciliation famille-travail. Donc, d'abord, rapidement, Concilivie, on l'a dit, c'est une initiative du Réseau pour un Québec Famille, donc un organisme à but non lucratif. Concilivie a un saut, on pourra en parler tantôt. D'ailleurs, on aura des témoignages d'organisations qui ont fait la démarche. C'est aussi un centre d'expertise, donc on fait des recherches, on cherche à identifier les pistes en matière de conciliation famille-travail, les solutions innovantes aussi pour répondre aux besoins. On a fait récemment une consultation sectorielle dans le manufacturier pour voir, compte tenu des enjeux particuliers du secteur, de l'organisation du travail, l'interdépendance des tâches, comment on peut en venir à trouver des solutions qui vont être viables dans ce contexte particulier. On fait aussi des grands sondages annuels en matière de conciliation famille-travail, donc des sondages pan-québécois au niveau des parents travailleurs et des proches aidants, mais également au niveau des employeurs pour documenter l'évolution de la conciliation famille-travail au Québec. Puis finalement, on a notre saut qui a été lancé à l'automne 2019. On est rendu à plus de 120 détenteurs, 120 organisations qui se sont engagées en faveur de la conciliation famille-travail au Québec. Donc voilà, pour faire le pont avec ce qu'on a entendu, ce qui est super intéressant, autant de la part de la recherche qui a été réalisée par Eve et Catherine, mais également la recherche qui a été promue par la Chambre, réalisée par l'adjointe, c'est que les résultats convergent définitivement avec les travaux que nous, on réalise également au niveau québécois. Donc, il y a beaucoup de points communs qui ressortent de ça. J'ai aimé entendre les collègues aussi sur l'importance de consulter les employés. On ne le répétera jamais assez. C'est vraiment la base pour mettre en place des bonnes mesures. Puis,
avoir finalement l'impact recherché sur la rétention, sur la fidélisation, sur l'attraction, ça passe par des mesures qui ont de l'impact. Dans les deux présentations, on a fait référence au manque de place en garderie. On sait que c'est un enjeu qui est important au Québec. Je voulais porter à votre connaissance un projet pilote porté par le ministère du Travail actuellement qui permet à des responsables de services de garde en milieu familial d'opérer leur service de garde en communauté. Et en communauté, ça inclut dans les entreprises. Ce sont donc des petits services de garde pilotés par une responsable qui peuvent être chez vous, dans votre organisation. Ce que vous avez à faire comme entreprise, c'est de fournir un local. Mais c'est la responsable du service de garde qui va tout gérer par la suite, qui va s'assurer d'avoir son lien avec le bureau coordonnateur du milieu, qui va recruter les enfants avec une priorité, certes, pour vos employés. Donc, ce projet pilote-là est en cours présentement. Au ministère de la Famille, on m'a dit qu'au Saguenay, il y a présentement 2 organisations qui sont en train d'implanter ou qui l'ont terminé. Là, je n'ai pas l'information exacte, ce projet-là. Donc, je vous invite à aller regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sont des petits milieux. Là, on parle d'une 12aine d'enfants maximum. Donc, ce n'est pas quelque chose qui prend une grosse ampleur, une grosse structure. Intéressant si ça fait partie des besoins de vos employés. Ensuite, en ce qui concerne les mesures qu'on peut mettre en place, on l'a vu, hein, il y a vraiment une panoplie de mesures qu'on peut mettre en place de conciliation famille-travail. Des fois, on ne sait pas par quel bout prendre ça. On a développé chez Concilivie des fiches de mise en œuvre. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour creuser certaines mesures, c'est disponible en libre service sur notre site Internet. Je vous invite à aller fouiller pour voir c'est quoi les considérations pour implanter une mesure de conciliation famille-travail. Je me permets aussi de revenir sur un des propos qui a été nommé par Catherine sur les besoins évolutifs des employés. Donc, on les sonde, on prend en compte leurs besoins, mais ce n'est pas parce qu'on le fait une fois que c'est terminé. Il va falloir répéter l'exercice de manière périodique pour s'assurer que ce qu'on met en place continue d'avoir de l'impact dans le temps. Si les besoins évoluent au sein de notre entreprise, qu'on va être capable aussi d'adapter nos mesures, d'adapter les ressources qui sont disponibles. Donc, réaliser une démarche comme le saut Concilivie, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose de beau dans votre organisation, d'une priorisation accordée au dossier de la conciliation famille-travail. Puis finalement, ce qu'on remarque également, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui, effectivement, on l'a nommé tantôt en lien avec la charge de travail, peut réduire malheureusement l'accès aux mesures de conciliation famille-travail. Donc, c'est important de le garder en tête qu'au-delà de toutes les belles mesures qu'on pourrait mettre en place, on se doit de faire en sorte qu'elles soient accessibles, ces mesures-là. Donc, oui, peut-être faudra faire des choix d'entreprise déchirants, mais si c'est réellement pour vous une priorité, la conciliation famille-travail, je pense que ces choix-là vont se faire de soi, vont se faire d'emblée pour vous permettre d'honorer vos engagements en la matière. Donc, très contente d'être ici. Je suis très contente aussi de voir les études qui ont été réalisées puis de voir à quel point ça concorde avec les travaux qu'on fait, qu'on va pouvoir poursuivre des belles collaborations dans le temps. Et puis donc, je recède la parole à Catherine qui va pouvoir vous introduire le panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corinne. Je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui vont être contentes de savoir que le ministère de la Famille met en place des solutions pour les places en garderie. Donc, je vais maintenant demander à nos panélistes de venir. Donc, on a avec nous Karine Robitaille, directrice des ressources humaines pour le groupe Canmec, Marlène Godreau, directrice générale adjointe de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière, et Mélissa Lalancette, directrice marketing et ressources humaines chez Pulsar. Bonjour, mesdames. Bonjour, Catherine. Bonjour. Donc, 3 entreprises qui ont obtenu le saut à différents moments dans votre processus. Donc, j'aimerais savoir, pour première question, comment avez-vous vécu votre processus de conciliation famille-travail, l'obtention du saut? On peut peut-être commencer avec toi, Karine. Bien, au départ, on avait quand même quelques petites craintes d'inquiétude face à la complexité du processus, à la charge de travail. Mais au final, nous, on l'a fait quand même de façon assez rapide. Donc, on s'est adjoint l'aide d'une consultante et ça a beaucoup facilité le travail. Donc, ça s'est très, très, très bien fait. Et ce n'est pas très, très complexe, mais il faut être conscient qu'il y a beaucoup d'étapes et de procédures à suivre. Donc, mais ça s'est très, très bien déroulé. Par curiosité, le nombre de temps qu'a pris votre processus?
Ça s'est déroulé sur même pas 6 mois. Je pense que c'était environ 5 mois. Ah, super, merci beaucoup. Marlène, de votre côté, à la Chambre de commerce. Oui, alors nous, on a décidé d'y aller de l'avant avec l'obtention du sceau parce qu'on trouvait que ça s'intégrait parfaitement avec un processus d'amélioration des conditions de travail qu'on avait mis en place là, il y a déjà plusieurs mois. Donc, on trouvait que c'était parfait avec ça. Nous aussi, on a été accompagnés de l'aide d'une consultante, ce qui a rendu le processus vraiment très simple. J'ai l'impression qu'on a cligné des yeux puis qu'on a eu le sceau. Donc, ça a vraiment été un processus qui a été rapide, qui a été positif. L'équipe était vraiment enthousiaste là, à l'idée d'obtenir le sceau. Donc, ils ont répondu au sondage dans un temps record. Ça a vraiment été une belle expérience de notre côté. Merci beaucoup, Marlène. Mélissa, de votre côté, chez Pulsar. Bonjour. Oui, de notre côté, ça a été aussi rapide que les autres. Ben oui, ça a été un processus assez laborieux pour les étapes, oui. Sauf que de notre côté, on a essayé d'y aller sans le consultant. On a été de façon autonome. Je pourrais dire que si on n'est pas habitué aux documents de subvention, c'est mieux d'aller voir un consultant parce que c'est laborieux. C'est très laborieux. Puis, on pense en avoir fini après d'un coup que la demande est faite, mais non, il y a aussi la reddition de compte. Puis là, c'est un chemin de croix. Fait que là, c'est ça. Mais on s'en est bien sorti. On a réussi le saut, puis on est bien content. Bien, ce qui est important de noter, c'est que vous avez tous fait appel, bien, pas la Chambre de commerce, mais CANMEC et Pulsar, vous êtes allés avec la subvention du ministère de la Famille. Fait que donc, il y a un processus à faire au niveau de la demande et de la reddition de compte aussi. Mais quand une entreprise comme la Chambre de commerce va de l'avant sans la subvention, bien à ce moment-là, il n'y a pas, vous n'aviez pas de reddition de compte, Marlène. Tout à fait. Super, merci. Quelles sont les découvertes ou les apprentissages que vous avez faits tout au long du processus? Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez peut-être différemment? Différemment, bon, on améliorerait sûrement des choses, mais comment s'est passé le processus? Ça s'est bien déroulé. Ce qui nous a surpris, c'est la méconnaissance des employés par rapport à nos conditions qu'on avait déjà en place. Donc, ça a été une belle prise de conscience. On s'est aperçu que l'importance de bien communiquer, de bien diffuser et le processus avec Concilivie, bien, ça l'a fait en sorte que de faire la charte a pu regrouper tous nos documents au lieu d'avoir des politiques distinctes, sans enlever nos politiques, de tout regrouper les conditions dans une charte. Et on a aussi été surpris de voir, de prendre conscience avec les employés, les besoins différents, beaucoup de gestion de cas par cas, mais qu'on est capable d'englober puis de gérer dans plusieurs mesures pour combler leurs besoins. Ariane ou Mélissa, de votre côté? Nous, ben, ce que j'ai appris, en fait, c'est en faisant justement le processus, on a exploré le site de Concilivie. On pense que c'est justement les mesures classiques des congés, de l'horaire flexible et tout ça, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est sur votre site, on voit que c'est séparé en 4 grandes catégories, puis dans chacune, il y a une liste d'une vingtaine de possibilités d'avantages qu'on peut donner aux employés. Puis ça a vraiment aidé à ce qu'on puisse avoir confiance de toucher un peu à tout, puis d'être sûr de justement donner le maximum à nos employés. Fait que ça a été un bel apprentissage de mon côté. Marlène, de votre côté, à la Chambre de commerce? Oui, alors nous, à la Chambre, on est une équipe de 9 personnes, donc on a la chance d'être une petite équipe. J'ai la chance parce que ça nous permet de mettre en place des choses quand même au quotidien, régulièrement, puis avec notre processus d'amélioration des conditions. Donc, il y avait déjà plusieurs choses en place. Alors, à la lumière du sondage, bien, ça a été très positif pour nous parce qu'on a vu que les mesures qui étaient en place actuellement répondaient déjà grandement aux besoins des employés. Donc, pour nous, c'était vraiment une belle, pas découverte parce qu'on s'en doutait déjà, mais ça a comme concrétisé le tout. Par contre, on avait des nouveaux employés qui étaient en place et justement, on avait un petit peu des mesures qui étaient non dites, qui étaient pas écrites, exemple, dans le manuel d'employé. Donc, pour les nouveaux, c'est un petit peu insécurisant des fois de savoir, je peux-tu faire ça, c'est-tu correct? Par exemple, le droit à la déconnexion. Donc, si j'ai un courriel qui rentre, est-ce que je dois y répondre? Donc, non, c'était des choses qui étaient dites, par contre, qui n'étaient pas écrites. Donc, ça nous a permis aussi de normer tout ça et de l'ajouter au manuel d'employé pour que tout soit clair pour les nouveaux employés, mais aussi pour ceux qui étaient déjà en place.
Donc, pour nous, ben, ça a été positif, puis on trouvait qu'on avait déjà un bon travail qui était fait. Donc, ça a été un beau moment de pause pour réfléchir à tout ça, voir ce qu'on pouvait offrir de plus aussi. Puis le comité qui a été formé en lien avec le SAU demeure actif, évidemment, dans l'objectif de toujours s'améliorer, toujours offrir ce qui est possible à nos employés pour le mettre en place et bonifier tout ça en cours de route aussi. Super, merci. Ma question s'adresse à Mélissa de chez Plus Oui. Tard. Ça fait déjà 1 an que vous avez le SAU Concilvie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des retombées de votre SAU? Les retombées, on en a eu plusieurs. Dans les premières qu'on a eues, c'est un journaliste de Montréal qui nous a contactés. Il a vu à quelque part, qu'on ne sait pas, mais c'est affiché un peu partout. Hein. Il a vu qu'on était les seuls, les premiers, ou les seuls à ce moment-là, à avoir le SAU au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a pu justement avoir une certaine visibilité il y avait 6 journaux répartis partout au Québec. Donc, ça a été une belle visibilité. Puis à part ça, il y a aussi, oui, lorsqu'on rencontre un candidat en entrevue pour une embauche, justement, il voit qu'on a le SAU, puis là, il s'informe à savoir c'est quoi, tout ce qu'on peut offrir et tout ça. Puis ça donne un plus par rapport à la compétition, c'est certain. Puis là, ben, notre présence ici, c'est sûr que ça donne ça aussi. Effectivement, mais c'est important de noter parce que vous êtes la première entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean à avoir obtenu le SAU. Oui. Puis aujourd'hui, ben, Canmec, première entreprise manufacturière dans la région, donc 2e au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Chambre de commerce est la 3e à avoir obtenu le SAU aussi. Donc, on peut dire que vous êtes des précurseurs, si on veut, au niveau de la région. Pour Marlène et Karine, on sait que ça donne des retombées, le SAU Concilvie, mais pour vous, qu'est-ce que vous vouliez aller chercher? C'était quoi l'objectif d'aller chercher le SAU Concilvie? Bien, de notre côté, aller chercher le SAU, c'était faire reconnaître autant à l'interne qu'à l'externe les belles conditions qui existent au sein de notre entreprise. Avec le SAU Concilvie, c'est exactement ce qu'on a reçu, on a trouvé, mais aussi de s'apercevoir à quel point il y a plusieurs mesures qui ne sont pas coûteuses à mettre en place, qui sont faciles à gérer, puis qui rendent les employés heureux. Puis ça nous a permis de découvrir plusieurs mesures qu'on ne pensait pas que c'était de la mesure de conciliation travail-famille et que ça en est. Donc maintenant, on s'en sert, on sort notre SAU, on le promouvoit, puis on va de l'avant. Merci, Marlène, de votre côté. Nous, de notre côté, c'était vraiment justement de concilier tous les efforts qu'on avait mis avant, mais devenir aussi un employeur de choix quand on a besoin d'employés. Donc, les gens voient que travailler à la Chambre de commerce, donc on a des mesures en place, on prend soin de notre monde, on prend soin de nos employés. Donc, c'était aussi dans le rayonnement que pouvait nous procurer l'obtention du SAU. Donc, c'était vraiment en ce sens-là que pour nous, c'était important. Puis, pour nos employés aussi, c'est tout aussi important là, de l'obtention du SAU. Donc, ça a vraiment été un travail d'équipe qui, pour nous, au quotidien, est vraiment quelque chose de très, très, très important. On parle de travail d'équipe, Marlène. Ma prochaine question est en lien un peu avec ça. Avez-vous déjà remarqué des changements au sein de vos équipes de travail au niveau de l'attraction, de la rétention du personnel? Oui, au niveau de la rétention, on a déjà un bon taux de rétention, mais de faire connaître les mesures, de les promouvoir, puis surtout de montrer aux employés que ça vous appartient, on les a mis en place, on veut que vous les utilisiez. Au niveau du bonheur au travail, là, ça paraît. Le télétravail, les horaires flexibles, les gens les utilisent et c'est facilitant. Le service de traiteur s'enlève un stress. Donc, oui, c'est très facilitant. Parce que là, de ce que je comprends, vous offrez le service de traiteur. Donc, c'est une mesure que vous avez mis de l'avant avec la conciliation famille-travail. On l'avait déjà. Ah, OK. Pas connu. Elle n'était pas connue de tous. Marlène, de votre côté, à la Chambre de commerce? Oui, ben nous, on avait déjà une équipe qui était très mobilisée, mais c'est toujours un plus aussi d'avoir ça en place. Puis les employés savent aussi que c'est évolutif, on veut bonifier tout ça. Donc, s'ils ont des besoins, qu'ils ont d'autres idées, ben ça lui permet aussi de venir voir l'équipe qui a été formée pour ça. C'est vraiment dans un objectif justement là, de faire évoluer le tout. Puis, ils savent aussi que c'est ça là, dans l'évolution. Donc, on a une équipe, on a comme une partie de l'équipe que les enfants sont plus vieux, une partie de l'équipe qui n'ont pas encore d'enfants.
Donc, ça va tout être en évolution aussi avec l'évolution de la vie de tout ça. Donc, il y a certaines mesures qu'on a déjà mis en place, mais on ne voulait pas trop pousser non plus avec ce qu'on n'avait pas besoin. L'objectif, c'était vraiment de mettre en place des mesures pour les besoins actuels des employés et de faire évoluer le tout selon l'évolution de l'équipe et l'évolution des besoins. Justement, on a parlé d'identifier les besoins à certains moments de la vie. Donc, effectivement, c'est important. Mélissa, de votre côté, chez Pulsar. Oui, nous, c'est sûr que les employés sont super contents de tout ce qu'on a pu ajouter de ce qui était déjà là. Chez nous, on a peut-être quelque chose de plus spécifique, d'unique qu'on a implanté. On l'a appelé la salle Concilivie. C'est vraiment une salle un peu comme une garderie, elle est décorée comme une garderie et tout ça. Il y a un parc, une balançoire, une table à langer, ça, tout pour occuper les enfants de tous âges. Puis, à côté, dans le coin, un espace de travail avec l'ordinateur et tout ça pour que le parent puisse travailler. Et il y a un miroir au mur pour qu'il puisse quand même garder un œil sur les enfants. Donc, lorsqu'il y a des problèmes de garderie fermée ou d'école, peu importe, ils s'en viennent chez nous, puis ça ne dérange personne, tout le monde est content. Est-ce que c'est une mesure qui est quand même bien utilisée chez vous? Est-ce que les employés l'apprécient? Oui, c'est sûr que normalement, s'ils viennent avec leurs enfants, ça dépend s'ils ont des meetings, tout ça. Je pense que les objets se promènent un peu dans le bureau. On voit la balançoire un peu partout. Mais sinon, c'est ça, elle sert. Les objets servent, en tout cas. Bien, je vous félicite pour votre mesure qui est vraiment hors du commun, effectivement, mais qui peut permettre aux parents, on parlait d'implanter peut-être une garderie, mais ce n'est pas nécessairement ça. Ça peut aller simplement aussi à une salle dédiée aux enfants quand il n'y a pas de garderie ou quand les écoles sont fermées. Pour terminer, en un mot, comment vous pourriez décrire votre expérience dans l'implantation, dans l'obtention du saut Concilivie? On y va avec toi, Mélissa. En un mot, En je un dirais nécessaire. Nécessaire. Marlène Mobilisation. et Karine, pour terminer. Réalité de nos jours. Réalité, c'est bon. Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci. Ça a été très Merci. intéressant. Donc, si les gens ont des questions, je vous invite, comme on disait tantôt, à communiquer avec la Chambre de commerce et elles vont vous mettre en lien directement avec nos panélistes qui pourront répondre à vos questions sur le processus. Donc, j'inviterai maintenant Mme Corinne Vachon-Croteau à venir nous parler un peu de ton impression, qu'est-ce qui s'est passé suite au panel. Merci beaucoup. Je suis tellement contente de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Quand on met en place une initiative, quand on crée quelque chose comme ça pour susciter du changement au Québec, le plus beau cadeau qu'on ne peut pas nous faire, c'est que les gens fassent de cette initiative-là la leur. C'est ce que j'ai entendu tantôt. J'avais des frissons, la salle Concilivie, plein de belles initiatives, des retombées, de la mobilisation. C'est ça qu'on souhaite. Donc, vraiment, là, chapeau aux organisations pour tout votre investissement. Je trouve ça extraordinaire, puis je trouve ça génial d'avoir l'opportunité de mettre ces réalisations-là en valeur. Ça vaut de l'or. Vous l'aurez entendu, il y a plusieurs parcours possibles. On peut vouloir faire une démarche de conciliation famille-travail parce qu'on est déjà bon, comme on l'a entendu tantôt, puis on a envie de se faire reconnaître pour ça. On peut vouloir faire une démarche aussi pour prendre une bouchée à la fois. Puis dire, bon, ben là, je vais faire les premières étapes, je vais consulter mes employés, puis je vais voir jusqu'où je peux aller cette année. Puis peut-être que plus tard, dans le cadre d'un processus d'amélioration continue, je pourrais aller plus loin. Donc, c'est possible. On a vu aussi que les mesures sont accessibles. C'est pas vrai qu'il y a toujours beaucoup de coûts reliés à ça. Souvent, on les a devant les yeux, mais on les oublie. Notre fameuse charte de conciliation famille-travail, moi, je dis souvent, peut-être parce que je porte moi-même des lunettes, mais on va mettre nos lunettes de conciliation famille-travail, puis on va rassembler. Ça va nous aider à communiquer, à montrer de l'avant, à promouvoir ce qu'on a en matière de conciliation famille-travail. On a vu aussi qu'on a des organisations de différentes tailles, de différents secteurs d'activité avec des réalités de travail quotidiennes qui sont bien, bien différentes. Et la conciliation famille-travail à travers tout ça, bien, c'est possible, malgré tout, malgré toutes les réalités différentes. On a parlé aussi de subventions. Donc, il y a une subvention du ministère de la Famille qui, de par les années passées, sort un appel de projet une fois par année. On peut aller chercher jusqu'à 30 000 $ quand même pour se faire accompagner en matière de conciliation famille-travail puis aller chercher une reconnaissance comme le saut Concilivie. Donc, c'est un élément à prendre en considération. On peut faire la démarche avec
ou sans la subvention, tout comme on peut bénéficier des services d'un consultant, comme on l'a mentionné tantôt, en gestion de ressources humaines, qui va venir nous aider, qui va prendre le crayon, qui va contribuer à la réflexion. Ou on peut aussi dire, ben moi, j'ai envie de porter cette démarche-là par moi-même. Puis Concilivie, de toute façon, on est là aussi. On vous accompagne avec un accompagnement, cela dit, qui est différent de celui d'un consultant. Mais on est là pour réfléchir avec vous, pour vous aider à cheminer à travers le processus. Donc, différentes réalités qui nous permettent d'arriver à une organisation qui est engagée en matière de la conciliation famille-travail. Puis tout ça, comme je le mentionnais tantôt, mais je le répète, c'est un point de départ. Après ça, qu'est-ce que vous en ferez? C'est là où vous aurez le plus de retombées. Donc, comment vous allez le promouvoir? Comment vous allez le mettre de l'avant, autant à l'interne qu'à l'externe, pour s'assurer de susciter l'engagement, de susciter l'adhésion, reparler de vos mesures, comment vos gestionnaires, on a vu tantôt 64 quand même des gens de la région, des gestionnaires qui étaient sensibilisés en matière de conciliation famille-travail, comment on va aller plus loin là-dedans pour faire en sorte que ça devienne normal d'avoir recours aux mesures de conciliation famille-travail dans le quotidien. Puis je vous laisse sur 3 statistiques qui, je pense, nous confirment l'importance de s'engager en matière de conciliation famille-travail et des retombées qu'on peut avoir. 87 des parents et des travailleurs proches aidants du Québec nous disent que l'ouverture de leur employeur en matière de conciliation famille-travail, 87 a un impact important sur leur satisfaction et leur motivation au travail. Donc, on vient mettre un chiffre carrément sur ce que des entreprises vivent présentement. 85 aussi des parents travailleurs et des proches aidants nous disent que l'ouverture de leur employeur a un impact important sur leur propension à rester plus longtemps à l'emploi. Encore une fois, on vient chiffrer la possibilité d'avoir un fort levier de rétention dans vos organisations. Puis finalement, 56 un peu plus d'un travailleur sur 2 changerait d'emploi pour avoir accès à des meilleures mesures de conciliation famille-travail. Donc, c'est un pensez-y bien. Est-ce que vous êtes prêts demain matin à peut-être perdre des employés si vous décidez de ne pas vous engager en matière de conciliation famille-travail? Je pense que c'est une question qui se pose, c'est un choix qui se réfléchit, mais définitivement qu'on a pu voir aujourd'hui tous les impacts positifs des mesures de conciliation famille-travail au sein des organisations. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité de venir parler aujourd'hui avec vous de tout ça. Merci. Corinne, tu me donnes des frissons. Alors, merci Corinne, merci Catherine, Karine, Marlène, Mélissa. Merci de nous avoir témoigné de votre expérience. Pour nous, à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, c'est vraiment une fierté d'avoir maintenant le sceau Concilivie. Et je peux vous dire que pour une petite organisation comme la nôtre, le processus a été véritablement facilitant. Embarquez-vous, n'hésitez pas et c'est vraiment une fierté, une mobilisation interne dans l'équipe. Alors, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, Catherine l'a dit, écrivez-nous à la Chambre de commerce et vous allez avoir une réponse très rapide. Alors, merci à vous tous d'avoir assisté à cet événement virtuel en espérant que ces initiatives soient adoptées par davantage d'entreprises au Québec afin de lutter contre le problème de main-d'œuvre et avoir des solutions à la rétention, mais surtout afin d'améliorer la vie des employés de partout au Québec, évidemment, de notre beau Saguenay-Lac-Saint-Jean.